Eh bien, bonjour Yasmina Reljari, bienvenue dans ce nouveau Book Talk. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Et aujourd'hui, ça va être un Book Talk qui est un petit peu particulier, puisque vous le savez, le concept du Book Talk, c'est une discussion entre deux lecteurs ou deux lectrices. Et aujourd'hui, c'est un hors-série, puisque vous le savez peut-être déjà, Yasmina Reljari est autrice. Et nous allons parler de son dernier roman, Rouge Safran, qui est sorti en septembre de 2020 et qui est votre deuxième roman, en fait. Oui, absolument. Voilà, donc on vous reçoit dans le Book Talk à l'occasion de votre venue à l'Institut français, puisque vous êtes à Rabat d'habitude et vous nous faites le plaisir et l'honneur de venir nous voir à Casablanca, voilà, à l'Institut français où nous tournons ce Book Talk, donc dans un décor un petit peu différent de la librairie où on est d'habitude. Pas de canapé rouge pour cette fois. Tout d'abord, Yasmina Reljari, est-ce que vous voudriez un petit peu vous présenter quel est votre rapport à la lecture? Qu'est-ce que vous aimez lire? Et quel est votre rapport à l'écriture? En quelques mots, comment écrivez-vous? Alors, en quelques mots, mon rapport à la lecture, c'est un rapport très ancien. C'est une très très longue histoire d'amour. Le premier livre que j'ai lu, c'était Oui, oui, et le Père Noël. C'est comme ça que j'ai appris à lire, en fait, avec ce livre. Et puis ensuite, mon rapport à la lecture, c'est un rapport très intime et très enrichissant. C'est un accompagnateur, en fait, fidèle. Donc voilà, je ne sais plus ce que vous vouliez d'autre comme question. Qu'est-ce que vous lisez maintenant? Alors en ce moment, je relis Cent ans de solitude parce que ça fait partie des livres qu'on a lus et qu'on a adorés et puis qu'on oublie un peu. Enfin, on n'oublie pas, mais voilà, dans lequel se replonger est un véritable plaisir. Et puis je lis aussi le livre de Monsieur Benzine, Ainsi parlait ma mère. Oui, Ainsi parlait exactement. ma mère. Voilà. Voilà. D'ailleurs, il a récemment mis en scène en fait par de la danse et il a fait mettre en scène son livre par des danseurs et des scénaristes. C'est magnifique, vraiment, je vous le conseille. Donc voilà. D'accord, de belles lectures. Oui, très belle. Et concernant l'écriture, donc quand est-ce que vous avez commencé à écrire et voilà, quel est votre rapport à l'écriture? Comment est-ce que vous faites quand vous voulez écrire un roman comme celui-ci? Alors, mon rapport à l'écriture, je crois que j'ai eu la chance de naître à une époque où il n'y avait pas Internet. Donc on s'envoyait pas d'email, on se faisait pas de WhatsApp, on s'envoyait des cartes postales, des courriers. Et donc j'ai toujours aimé écrire comme ça à la famille, aux amis, et recevoir, vous savez, ce petit plaisir, ce bonheur d'ouvrir la boîte aux lettres, de voir cette enveloppe, de l'ouvrir et de découvrir l'écriture même de cette personne qui vous écrit, parce que maintenant on connaît même plus l'écriture des gens qui nous sont les plus proches. Donc mon rapport à l'écriture, il a commencé comme ça, par les courriers, les échanges, et puis ensuite, eh bien, écrire. Madame Leïla Slimani a dit l'écriture, c'est un magnifique justicier. Ça vous rend toute la justice que vous voulez parce on peut écrire ce qu'on veut. Et donc, j'ai toujours utilisé ce moyen-là pour dialoguer avec moi ou avec d'autres, mais en parfaite intimité. D'accord, eh ben, très bien. Et donc le fruit de cette écriture, c'est notamment donc ce Rouge Safran, qui est un livre très marquant parce que il traite déjà d'un sujet que moi je n'avais jamais rencontré dans aucun livre, qui est voilà le pouvoir du safran et la culture du safran, qui est très importante au Maroc. Et pour voilà, raconter rapidement l'histoire sans spoiler, c'est une histoire qui commence à Casablanca, dans les bureaux de l'entreprise Alcanz. Et cette entreprise de safran a été fondée par un monsieur Arraz, un orphelin de l'Atlas, qui est devenu un businessman par la culture du safran et qui a toujours été assisté par un de ses très bons amis, son meilleur ami. Le businessman, donc ce monsieur Arras, prend sa retraite. Et à partir de là, vont se succéder des événements mystérieux dont on va essayer d'un peu démêler le sens et qui vont faire tout le sel de cette intrigue. Je prends mon poste de lectrice et en lisant ce livre, il y a plusieurs thématiques qui m'ont beaucoup marquée et notamment la première, c'est le contraste entre la ville et la vie du village, donc la safranière, où est cultivé vraiment le safran, la terre. Je voulais vous demander quel est votre rapport, vous, à la nature, à la campagne et à cette terre de l'Atlas?
Alors, mon rapport à la nature, il est très, très fort. J'ai un métier qui me mène souvent dans les bureaux, assez aseptisés, Oui. toujours agréable, mais bon. Et donc, j'ai besoin d'aller, notamment pas tant à la campagne, plutôt à la mer. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai traité dans mon premier roman, Le Dîner de trop, puisque Oui. je parle de Srerat, qui est une très, très belle plage aux alentours de Rabat. Et donc, le rapport à cette région est venu par mon rapport au safran. J'ai découvert moi aussi ce monde très incroyable du safran et cette richesse, cette rareté surtout. Et puis ensuite, ben, j'ai tiré le fil et j'en ai ressorti plein de pelotes, qu'elles soient des pelotes concernant des légendes, concernant des pouvoirs mystérieux, concernant aussi la difficulté et l'addition des petits miracles et des grands miracles qui vont amener à ce que la flore soit cueillie et qu'on puisse en ressortir ces fameux trois pistils. Et donc, c'est comme ça que j'ai vraiment voulu aussi parler de nos richesses dans notre pays. On a des richesses naturelles, mis à part les autres types de richesses que nous avons, et en quoi il fallait peut-être plus les valoriser pour, pour vraiment être en cohérence avec cette rareté, notamment du safran, et la manière dont il est emballé, vendu et apprécié aussi. Et sur cette culture du safran, il y a des passages qui sont très très intéressant, très pointu en fait sur la manière voilà, dont on ramasse le safran, sur historiquement qu'est-ce que ça représente, des anecdotes historiques comme celle d'Alexandre le Grand qui sont très intéressantes. Est-ce que vous avez eu besoin de beaucoup de recherches ou est-ce que c'est voilà, des souvenirs que vous avez accumulés au fur et à mesure? Ah non, beaucoup de recherches, vraiment, vraiment, beaucoup de recherches, de croisements de recherches aussi, pour le plus possible être fidèle à ce qu'est réellement ce que nécessite la naissance d'une fleur de safran. Et donc oui, énormément de recherches. Mais vous savez, quand on plonge dans le safran, on a du mal à s'en sortir. Hein. Ah oui, Et vraiment, sur tous les sujets, que ce soit les sujets économiques, sociaux, de légende aussi. oui, oui, oui. Ouais. Très intéressant. Et il y a un sujet qui m'a beaucoup fait rire et qui a été vraiment, je pense, mon préféré dans votre livre, c'est le regard que vous portez sur la vie d'entreprise et sur les postes de chacun, de chaque personnage, comment est-ce qu'il essaye un petit peu de se conformer à cette vie d'entreprise qui rentre aussi en contraste toujours avec les personnes qui cultivent le safran. Vous nous avez dit que vous avez l'expérience donc des bureaux un petit peu aseptisés. Est-ce que c'est un petit peu votre manière voilà, de, de vous échapper de l'écrire et d'en rire aussi parce que vraiment il y a des passages qui sont lucides et très très drôles. Bah, d'abord, merci. Si vous avez trouvé ça drôle, j'en suis ravie parce que c'était aussi l'objectif. Oui, en fait, le monde de l'entreprise est de toute façon un monde qui doit être normé. Il y a des fiches de poste, il y a même des pesées de poste, il y a des évaluations, il y a des objectifs, il y a des codes de conduite, des codes de management. C'est bien normal. Hein. Une entreprise a besoin d'avoir tout ça pour que toutes les activités qui sont faites par les collaborateurs arrivent à l'objectif. Donc on est obligé de se rentrer dans un moule. Et donc on perd un peu en authenticité et en sincérité. D'accord ? D'ailleurs, à la fin, je mets un lexique pour les rêveurs pour comprendre un peu tous ces mots à la mode qu'on dit. Chaque année, il y a des mots comme ça qui sortent. Alors, tandis que le monde de la campagne, de la montagne, il est beaucoup plus authentique, il est beaucoup plus roots. Il n'y a pas de normes que tout le monde devrait partager, si ce n'est certains codes sociaux, si ce n'est se conformer aussi aux règles de la montagne, aux règles de la nature. Oui. Donc c'est très différent. Ça laisse les personnalités bien plus tranchées, bien plus sincères. Oui, 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 c'est ce qui se ressent. Et il y a une personnalité, notamment un personnage que j'ai bien apprécié, qui est un petit peu discret, mais qui est vraiment super complexe et intéressant. C'est le personnage de Mariem, la femme du businessman responsable de Alcanz, qui est... qui a participé en fait dans l'ombre à la montée en puissance de son mari et qui est très touchée par les infidélités de son mari
et qui est vraiment en questionnement. En fait, c'est un personnage qui est très, qui est pas sûr vraiment de sa décision finale. Voilà, enfin, c'est quelque chose qui reste un petit peu comme si on allait avoir un tome 2, l'histoire de Meriem, comment est-ce que ça va se finir, quel est votre rapport avec ce personnage Alors, je suis très attachée à ce personnage parce qu'elle a beaucoup d'élégance. Mm. Ça ne doit pas être simple d'être la femme d'un grand capitaine d'industrie. Euh, et elle est pleine de doutes et elle est aussi pleine de sincérité. Elle a ses renoncements, comme disait Jacques Brel dans sa fameuse chanson, hein, bien sûr, des orages, etc. C'est une femme qui est restée fidèle à son mari, et peut-être que comme son mari a tellement changé, elle a plus trop envie finalement de continuer cette vie avec cet homme qui a tellement changé avec la réussite et ses nombreuses maîtresses. D'accord. Bon. Alors il faudra attendre un petit peu pour avoir le volume 2 des mémoires de Meriem. Donc si ça vous va, je vais vous lire un petit passage qui m'a beaucoup plu dans Rouge Safran, et un passage coup de cœur, donc peut-être que ça vous donnera envie de réagir, on va voir. C'est un passage dans lequel Arhaz revient dans son village natal, et c'est une retrouvaille particulièrement émouvante. On y retrouve la nature et les souvenirs qui ressurgissent. Alors, comme il s'y attendait, il régnait un silence salutaire. Il avait demandé à Hyder de ne pas venir à sa rencontre, car il tenait à ce moment de solitude pour retrouver son village. Les habitants, qui se levaient bien avant le soleil pour la récolte, étaient maintenant calfeutrés chez eux, emmitouflés dans des couvertures épaisses. Ils discutaient, baissant le ton au fur et à mesure que leurs enfants s'endormaient doucement à côté d'eux. La vie qu'ils menaient ne ressemblait en rien aux clichés que les tours opérateurs diffusaient auprès des touristes. Ici, rien n'était facile. Il fallait aller chercher le bois, de plus en plus rare, porter l'eau, préparer le sol pour le safran et prier pour ne pas tomber malade, car le premier dispensaire, sous-équipé, se trouvait à plus de 2 heures de marche. Arhaz regarda son téléphone et s'aperçut que malgré les demandes réitérées à l'opérateur télécom faites en son nom, il n'y avait toujours pas de réseau. Tant mieux, pensa-t-il. Voilà, donc c'est un peu l'isolement de ce village qui est vraiment belle, et puis la vie des personnes aussi. Alors c'est le retour aux sources. Arhaz, il dit, moi je ne suis pas un nouveau riche, je suis un ancien pauvre. Et il n'a pas oublié ses origines. Et c'est ce qui m'intéresse aussi quand on décrit des personnages, c'est d'expliquer ce qui s'est passé avant, qui nous donne des clés pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et ce retour à la safranière va nous montrer, en fait, va compléter finalement, va affiner le caractère d'Ahraz pour les lecteurs, qu'ils vont mieux comprendre. Et c'est une chose aussi qui est véridique. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et de femmes ou hommes qui ont démarré avec rien et qui gardent en eux et en elles leurs origines et qui ont besoin de ce retour aux sources. Et Ahraz, ça arrive à un moment où il faut qu'il le fasse. On va le découvrir d'ailleurs dans le roman. Pourquoi. Oui. Et on laisse au lecteur le plaisir de le découvrir. En tout cas, merci Yasmina pour ce passage dans le Book Talk, et merci à l'Institut français pour nous avoir permis d'enregistrer ce Book Talk dans la médiathèque. Si ce format vous a plu, dites-le nous dans les commentaires de la vidéo, parce que voilà, on en fera sûrement d'autres sur ce même format de hors-série, en conversation lectrice, autrice, auteur. En tout cas, et n'hésitez pas à nous le dire voilà, dans les commentaires ou en mettant un petit like, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.